Il y a 2 types de mères dans ce monde, celles qui portent des enfants dans leur propre ventre, celles qui, comme moi, accueillent un enfant que personne ne voulait, en font leur propre sang. Mais parfois, mes chers, l'amour ne guérit pas tout. C'est cet amour maternel qui a failli me faire tuer dans mon propre lit une nuit. Il m'appelle Gertrude Moreau, mais tout le monde ici à Ruisseau-Clair, dans le Lot, en Occitanie, me connaît comme Mademoiselle G, ou la femme qui a adopté le garçon de l'orphelinat. J'ai maintenant 75 ans. Mes chers, chacune de ces rides sur mon visage raconte une histoire différente, certaines de joie, d'autres de douleur que même le temps n'a pu effacer. Je vis encore dans cette vieille maison, en périphérie de la rue de l'Érable, avec des murs écaillés qui tiennent encore contre le temps. Depuis mon porche, je peux voir un tronçon de la rivière Grand qui traverse la ville comme une veine bleue. Cette rivière a tout vu dans cette vie, les joies, les peines. Aussi ce jour de 1992 qui a changé ma famille pour toujours, c'était quand une femme croyait pouvoir sauver n'importe quel enfant avec de l'amour, même ceux portant des blessures si profondes que même Dieu ne pouvait les guérir. Êtes-vous qui écoutez maintenant, dites-moi votre nom, dès quel coin de France vous écoutez cette histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant plus de 30 ans. Dites-le moi dans les commentaires. Voulez-vous? Je suis curieuse de savoir jusqu'où la voix de cette vieille femme d'une petite ville d'Occitanie parvient. Qui sait? Peut-être y a-t-il quelqu'un de Ruisseau-Clair qui me connaît de vue, n'a jamais su ce secret que je porte. Ruisseau-Clair n'est pas une grande ville, mes chers. C'est un de ces endroits où le temps semble passer plus lentement, une région avec beaucoup de fermes de maïs, de soja, où tout le monde connaît tout le monde. Les rues principales sont larges, mais quand on entre dans les quartiers plus anciens comme le mien, elles deviennent étroites, avec des trottoirs tordus qui obligent les vieux comme moi à regarder le sol pour ne pas tomber. Vous savez, nous ne sommes plus en grande forme, mais c'est cher. Il y a une vieille église, une place centrale où les vieux jouent aux dames, la rivière qui parfois, quand il pleut trop, inonde les maisons basses, emporte un peu de la ville avec elle. C'est après cette inondation de 1988 que mon défunt mari, Joseph, moi, décidâmes qu'il était temps d'agrandir notre famille. Nous avions déjà nos 2 enfants biologiques, Paul, qui avait 18 ans à l'époque, Marguerite, qui en avait 6, mais j'avais toujours ce cœur tendre. Vous savez, j'ai toujours voulu plus d'enfants. C'est Marguerite qui m'a donné l'idée. Elle était partie faire un projet scolaire à la maison d'enfants Sainte-Claire, de l'autre côté de la ville. Elle rentra avec les yeux rouges de pleurs. Maman, tu devrais voir ces enfants. Certains sont là depuis des années. Personne ne les veut parce qu'ils sont trop vieux. Tout le monde ne veut que des bébés. Ça me trottait dans la tête. Joseph, mon mari, n'était pas du genre à s'émouvoir, mais il respectait toujours mes souhaits. Il travaillait comme superviseur au silo à grains. C'était un homme sérieux, de peu de mots, mais avec un bon cœur. Quand je lui parlais de l'idée d'adopter un enfant plus âgé, il me regarda de cette manière à lui, fumant sa cigarette roulée à la main sur le porche. Dites, si c'est ce que tu veux, allons voir cet enfant. La première fois que nous visitâmes l'orphelinat,
Mon cœur faillit sortir de ma poitrine. Un endroit si propre, mais terriblement triste. Les enfants devraient courir, sauter, dû faire du bruit, mais là, tout le monde semblait avoir peur de respirer trop fort. La directrice, mademoiselle Clémence, une femme mince, avec un visage comme si elle venait de sucer un citron, nous emmena dans son bureau. Avez-vous une préférence pour un garçon ou une fille? Quel âge demanda-t-il? Nous voulons un enfant qui a vraiment besoin d'une famille. 10 sentant un courage que je ne savais pas avoir. Un que les autres pourraient ne pas vouloir adopter. C'est alors qu'elle mentionna Roger pour la première fois. J'ai un garçon de 9 ans. Il est avec nous depuis ses 5 ans. C'est l'un des plus âgés ici, intelligent, mais réservé. Sa mère était toxicomane, morte d'une overdose. Personne ne sait qui est le père. Quand je vis Roger pour la première fois, il était assis seul dans un coin de la cour, avec un vieux livre à la main, un garçon maigre, avec des cheveux noirs courts, raids, de grands yeux sombres qui semblaient avaler le monde. Il ne sourit pas quand on nous présenta, il nous regarda juste, nous étudiants, comme un petit animal méfiant. Il ne parle pas beaucoup, expliqua mademoiselle Clémence, mais il est intelligent, a de bonnes notes à l'école. Il a juste du mal à se lier avec les autres enfants. À cet instant, mon cœur de mère avait déjà décidé, ce garçon avait besoin d'une famille, il avait besoin de moi. Joseph, qui était à mes côtés, serra ma main. Il avait ressenti quelque chose aussi. Le processus d'adoption n'était pas facile. Il ne l'est jamais. Il y eut des entretiens, des visites d'une assistante sociale à notre maison, des stones de paperas. Mais j'étais déterminée. En 4 mois, Roger était à la maison avec nous, avec un petit sac à dos contenant tout ce qu'il possédait au monde, quelques vêtements, un livre d'histoire, une vieille voiture jouet en plastique. Au début, il était si silencieux que parfois j'oubliais qu'il était dans la maison. Il restait dans la chambre qu'il partageait avec Paul, qui n'aimait pas ça du tout. Mais je disais que c'était juste le temps de réparer la pièce du fond. Il parlait à peine pendant les repas, mangeant, regardant son assiette, comme s'il avait peur qu'on lui prenne la nourriture. Petit à petit, j'essayais de me rapprocher de lui. Je faisais des plats qu'il aimait. Je découvris qu'il adorait les spaghettis à la sauce bolognaise. J'achetais des livres puisque je remarquais que c'était ce qu'il aimait le plus faire. Je m'asseyais à côté de lui dans le salon pendant qu'il regardait la télévision. Au début, il se recroquevillait. Quand je m'approchais, comme s'il s'attendait à quelque chose de mauvais, et ça me brisait le cœur de voir ça. La première fois qu'il me sourit, c'était quand il était avec nous depuis 1 mois. J'avais fait un gâteau au chocolat pour célébrer avec une petite bougie, une idée un peu idiote, mais je voulais marquer la date, 1 mois de notre Roger dans la famille. Dis-je, il me regarda avec ses grands yeux, surprise, un petit sourire apparut au coin de sa bouche. C'était petit, timide, mais il était là. Joseph, qui était en bout de table, le vite aussi, me fit un petit clin d'œil. Cette nuit-là, je pensais que tout irait bien, que nous avions fait le bon choix. Roger commença à aller à l'école du quartier.
Les premiers mois furent difficiles. Il rentrait avec des cahiers déchirés, parfois avec un œil au beurre noir, un genou éraflé. Que s'est-il passé? Demandai-je, le cœur serré. Rien, répondait-il toujours, les yeux baissés. C'était l'institutrice, mademoiselle Hélène, qui me dit que les autres garçons s'en prenaient à lui, l'appelant orphelin, enfant de personne, des choses que seuls des enfants cruels peuvent inventer pour blesser, mais il ne réagit pas, me dit-elle, inquiète. Il reste silencieux, encaisse tout. C'est pas normal. Madame Moreau, la plupart des enfants pleurent, se battent, racontent à un adulte. Il semble déconnecté avec le temps. Les choses commencèrent à changer, mais pas comme je l'espérais. Roger restait silencieux à la maison, mais à l'école, l'institutrice commença à se plaindre d'autres problèmes. Elle disait qu'il avait des explosions de colère pour de petites choses, un crayon cassé, un livre qu'il ne trouvait pas. Il pleurait soudainement, sans raison apparente, ou fixait le vide pendant des minutes entières. J'essayais de lui parler, mais c'était comme parler à un mur. Joseph, mon mari, commençait déjà à s'impatienter. Il a besoin de règles. G, tu gâtes trop le garçon. Mais comment ne pas le gâter? Je regardais ce petit visage maigre, ses yeux, qui semblaient porter un poids trop grand pour un enfant de 9 ans. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment le faire se sentir aimé, en sécurité. Oh, Mrs. Si vous appréciez cette histoire de dépassement, donnez un petit coup de pouce à la chaîne. Voulez-vous? Cliquez juste sur le bouton de cœur. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires. Cette vieille grand-mère est très heureuse de savoir qu'il y a des gens qui veulent entendre ce que j'ai à raconter. Maintenant, continuons. Car cette histoire a encore beaucoup à révéler. Il y a des choses que nous n'aimons pas nous rappeler, mais qui doivent être racontées pour que d'autres ne vivent pas la même chose. Un jour, quand Roger était avec nous depuis presque 1 an, il rentra de l'école plus tard que d'habitude. Il faisait presque nuit. J'étais déjà inquiète, pensant à sortir le chercher. Quand il passe à la porte, il avait une vilaine coupure sur le menton, sa chemise d'uniforme déchirée. Mon Dieu, petit, que s'est-il passé? Demandai-je, courant examiner la blessure. Pour la première fois depuis son arrivée, il explosa. Il jeta son sac à dos par terre avec une telle force que les livres s'éparpillèrent dans tout le salon. Ils ont dit que vous ne m'avez adopté que parce que vous recevez de l'argent du gouvernement. Cria-t-il. Ils ont dit que personne ne voudrait vraiment d'un vieux garçon comme moi. J'étais sans voix pendant quelques secondes, regardant ce garçon toujours si contrôlé, libéré, la colère qu'il gardait à l'intérieur. Puis, sans réfléchir, je le serrai fort dans mes bras. Au début, il se raidit comme une planche, puis lentement, il se détendit jusqu'à ce qu'il commence à pleurer. Un pleur si profond, souffrant, qui semblait venir du fond de son âme. Tu es mon fils, dis-je, la voix tremblante d'émotion. Mon fils de cœur, il n'y a pas d'argent du gouvernement, il y a de l'amour. Tu es un Moreau maintenant? Personne ne t'enlèvera de nous. Cette nuit-là sembla être un tournant
comme si quelque chose en lui s'était, brisé, nous avait enfin laissé entrer. Il commença à parler plus pendant le dîner, à raconter des choses sur l'école, à poser des questions sur la famille. Joseph se rapprocha aussi, lui apprenant à réparer des choses dans la maison, à pêcher dans la rivière le week-end, comme j'avais tort, mesquers. Comme nous pouvons être aveugles quand nous voulons trop croire en quelque chose, car ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début d'une histoire qui deviendrait de plus en plus difficile, qui se terminerait par une nuit qui changerait notre famille pour toujours. Vous savez, mes chers, il y a quelque chose que j'ai appris seulement après être devenue vieille. Parfois notre amour est comme un bandeau sur nos yeux. Il nous fait ignorer ce qui est juste devant nous, ces signes que le destin envoie avertissant que quelque chose ne va pas sous notre propre toit. Quand Roger atteignit 11 ans, il était avec nous depuis presque 2 ans. On aurait dit que les choses se mettaient enfin en place. Le garçon avait grandi de quelques centimètres, pris du poids. Ce n'était plus cet enfant maigre qui était arrivé avec le petit sac à dos, les yeux effrayés. À l'école, ses notes étaient bonnes, pas excellentes comme au début, mais il maintenait une moyenne. Les professeurs n'envoyaient plus de notes, se plaignant d'un comportement étrange. Il s'était même fait 2 amis dans le quartier, Antoine, Mark, qui venait parfois jouer à la maison. C'est à cette époque que mon Paul, le fils aîné, épousa Louise, déménagea à Marseille. Marguerite partit aussi pour étudier les soins infirmiers à Lyon. Soudain, il n'y avait plus que moi, Joseph. Roger dans cette maison, qui avant semblait si exiguë, maintenant devenue trop grande. Je me demande si c'est ce qui a perturbé la tête du garçon, voir ses frères et sœurs partir, même s'ils n'avaient jamais été très proches. S'est-il senti abandonné à nouveau? Les premières choses que je commençais à remarquer étaient petites, mais étranges. Des objets dans la maison qui disparaissaient, réapparaissaient à différents endroits. Des ciseaux gardés dans le tiroir de la cuisine qui finissaient sous son lit. Une horloge murale qui disparaissait pendant des jours, puis revenait au même endroit. Une fois, mon chapelet en argent, que j'avais reçu de ma défunte mère, disparu pendant toute une semaine. J'ai cherché partout. J'ai même prié Saint Antoine, patron des choses perdues. Quand j'avais perdu espoir, je le trouvais enveloppé dans une chaussette au fond du tiroir de Roger. Pourquoi as-tu pris mon chapelet, Fiston, des bandages, essayant de montrer de l'irritation. Il me regarda de cette manière vide qui parfois me donnait des frissons. Je n'ai rien pris. Quelqu'un a dû le mettre là. Joseph n'avait pas la même patience que moi. Tu ne peux pas mentir, petit. Si tu l'as pris, tu dois l'assumer. N'élevons pas des enfants pour être des menteurs. C'était la première fois que je vis regarder Joseph avec une vraie colère, un regard dur, trop adulte pour un garçon de 11 ans. Puis il partit, claquant la porte de sa chambre, passa le reste de la journée sans nous parler. Je commençais aussi à remarquer que Roger passait beaucoup de temps seul. Joseph lui avait acheté un jeu vidéo pour son 12e anniversaire, économisé pendant des mois pour pouvoir offrir ce cadeau. Mais
au lieu de jouer aux choses normales que les garçons de son âge jouaient, il passait des heures enfermé dans sa chambre avec des jeux que je ne comprenais pas vraiment. Une fois, j'entrais soudainement pour apporter une collation. Le jeu qu'il jouait semblait trop violent. Il y avait du sang à l'écran, des choses horribles. Il ferma tout au moment où il me vit. Quel jeu est-ce? Roger, démandagé, posant l'assiette avec du gâteau sur la petite table. Ryan, maman, c'est juste un jeu d'aventure. Je parlais à Joseph de ça, mais il dit que j'exagérais. Les garçons de cet âge aiment ces trucs, l'action, les combats. Tu protèges trop le petit Jay, il doit apprendre à être un homme. Parfois, Roger mettait plus de temps que normal à rentrer de l'école. Il disait que il était resté à la bibliothèque pour étudier ou qu'il était allé chez un ami, je le crus pendant un bon moment, jusqu'au jour où la coordinatrice de l'école appela à la maison, demandant des nouvelles de Roger, qui avait été absent 3 jours d'affilée. Comment cha, absent. Il part tous les jours en uniforme, avec son sac à dos, répondis-je, sentant le sang se glacer dans mes veines. Madame Moreau, votre fils n'est pas venu ici depuis 3 jours. Je pensais qu'il était peu être malade quand il rentra ce jour-là, à l'heure normale, comme s'il venait de l'école. Je le confrontais. D'abord, il Léa dit que l'école s'était trompée. Quand je lui montrais la note de la coordinatrice, il changea son histoire. Oui, j'étais allée à l'école, mais des garçons me harcelaient. Alors j'ai décidé de sécher les cours. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Fisten, Joris Potaider. Parler à l'administration parce que tu ne comprendrais pas, cria-t-il d'une manière qu'il n'avait jamais faite avant. Tu penses que tout le monde est aussi bon que toi, que tout le monde veut aider. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Joseph, qui rentrait du travail à ce moment-là, entendit les cris, vint voir ce qui se passait. Quand j'expliquais, il devint rouge de colère. C'était la première fois que je vis mon mari lever la main pour frapper Roger. Mais je m'interposais. Non, Joseph, frapper ne résout rien. Ce garçon a besoin de limites. Gertrude, ne vois-tu pas ce qui se passe? Il nous ment, sèche l'école. Dieu sait quoi d'autre, il fait là dehors. Roger profita de notre dispute, scène fouette, claquant la porte d'entrée fort. Il ne revint qu'à l'aube, entrant sans faire de bruit, mais j'étais éveillée dans le salon, attendant. Quand j'allumais la lumière, j'étais choquée. Ses vêtements étaient sales de terre. Il avait une éraflure sur le visage. Ses yeux semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Dilotesh, sauvage. Où étais-tu? Demandai-je, le tenant par les épaules. Nous étions fous d'inquiétude dans les parages, répondit-il, évitant le contact visuel. J'ai besoin d'une douche. Le lendemain, je trouvais un briquet, un paquet de cigarettes dans la poche de son pantalon en faisant la lessive. Je pleurais toute la journée en cachette. Que se passait-il avec ce garçon que j'aimais tant? Où avais-je échoué pour qu'il s'éloigne ainsi de nous? Nous traversâmes une phase difficile. Joseph pensait qu'il fallait être plus dur,
imposer des punitions, retirer des privilèges. J'essayais encore de parler, de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Je l'emmenais même chez un psychologue au centre communautaire, mais il n'ouvrit pas la bouche lors des 3 séances que je réussis à lui faire suivre. Votre fils a beaucoup de colère accumulée. Madame Moreau me dit le médecin après le dernier rendez-vous. Les enfants qui ont vécu l'abandon comme lui ont souvent des problèmes d'attachement, de confiance. Il peut être en train de vous tester pour voir si vous l'abandonnerez aussi comme sa mère biologique l'a fait. Ça avait du sens. Je décidais que j'aurais plus de patience, lui montrer que quoi qu'il fasse, nous étions sa famille maintenant. Pour toujours, Joseph n'était pas très d'accord avec cette approche, mais il finit par céder. Tu as toujours eu un meilleur contact avec les garçons. De toute façon, dit-il de cette manière à lui, de quelqu'un qui n'aime pas admettre qu'il ne sait pas quoi faire. C'est à cette époque que je commençais à remarquer des changements dans le corps de Roger. Il avait déjà 13 ans. Entrant dans l'adolescence, sa voix s'approfondissant, des boutons apparaissant sur son visage, ses bras, ses jambes grandissant, si vite que ses vêtements devenaient trop petits en un clin d'œil. Avec ces changements vint un intérêt soudain à bien paraître. Lui qui se fichait de ce qu'il portait, voulait maintenant des vêtements de marque, des baskets coûteuses que nous pouvions à peine nous permettre. Tu essaies d'impressionner une fille, Hein, plaisanta Joseph un jour, quand il apparut dans la cuisine avec les cheveux tout coiffés avec du gel. Son visage devint rouge comme une tomate, mais il ne répondit pas. C'est aussi à cette époque que je remarquais les magazines. Je les avais trouvés sous son matelas en changeant les draps, des magazines avec des femmes nues. Ceux vraiment indécents, au début, j'étais choquée. Mais ensuite, je pensais que c'était peu être normal pour un garçon de cet âge. Pourtant, ça me dérangeait. C'était pas les magazines habituels que les adolescents avaient tendance à avoir. Ceci était plus extrême. Si vous voyez ce que je veux dire, je les montrais à Joseph, qui haussa les épaules, laisse le garçon tranquille. Jay, tous les jeunes de cet âge ont de la curiosité. Mieux vaut ça que de faire quelque chose de mal dehors. Mais c'était pas seulement ça. Je commençais à remarquer que Roger me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Au début, je pensais que c'était juste dans ma tête. J'avais presque 50 ans à l'époque, les cheveux commençant à grisonner le corps d'une mère qui avait déjà donné naissance à 2 enfants. Ça ne pouvait pas être possible qu'il y ait quelque chose d'étrange dans son regard. Ce devait être juste mon inquiétude, l'imagination d'une vieille femme idiote, jusqu'au jour où j'entrais dans la salle de bain sans frapper. La porte n'était même pas complètement fermée. Je le trouvais avec une photo de moi à la main, une vieille photo de quand j'étais plus jeune qui était dans un cadre dans le salon. Il fut si surpris qu'il laissa tomber la photo par terre. Le verre du cadre se brisa. « Que fais-tu, Roger ?» demanda. Je confuse rien. Je trouvais juste la photo jolie, répondit-il, s'enfuyant en me bousculant dans le processus. Je restais là, sentant un frisson dans l'échine que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas normal, quelque chose n'allait pas, mais je pouvais l'admettre, même pas à moi-même, ce que ça pouvait être. Quand Roger atteignit 14 ans, les choses empirèrent encore. Il ne restait pratiquement plus à la maison,
Il partait tôt, disait qu'il allait à l'école, mais il y allait rarement. Il rentrait tard, parfois sentant la cigarette, parfois avec un regard étrange. Pardon, Joseph. Moi, nous disputions presque tous les soirs à cause de ça. Mon mari voulait des règles plus strictes. Il voulait même le renvoyer à l'orphelinat. Je désespérais rien qu'à y penser. C'est notre fils maintenant, Joseph. On ne retourne pas un fils comme si c'était un achat qui a mal tourné. Mais ne vois-tu pas, les garçons s'y perdent. Ils ne nous respectent pas, ne respectent pas les règles de la maison. Que veux-tu qu'il arrive de plus pour comprendre que la situation est hors de contrôle? Au fond, je pense que je savais qu'il avait raison, mais mon cœur de mère ne voulait pas l'accepter. J'avais promis à ce garçon que je ne l'abandonnerais jamais, qu'il était mon fils pour toujours. Comment pouvais-je revenir là, dessus? C'est alors que l'argent commença à disparaître. D'abord, c'était peu 50 € du portefeuille de Joseph qu'il pensait avoir dépensé, oublié, puis 100 € de mon enveloppe pour les courses, quand l'argent de la pension de ma belle-sœur, que je gardais pour elle tous les mois, disparut du tiroir de la commode. Il n'y avait plus moyen de le nier. Je confrontais Roger un après-midi quand il rentra. C'était déjà 1994. Il avait 15 ans. Djegarchon Maïre, effrayé, s'était transformé en un jeune homme grand, fort, avec un regard qui alternait entre vide, défiant. As-tu pris l'argent de tante Claire? Demandai-je directement, sans tourner autour du pot. Qu'il argent, répondit-il, jetant son sac à dos sur le canapé. Allant directement au réfrigérateur, tu sais très bien quel argent? 400 € qui était dans mon tiroir, l'argent de la pension de tante Claire que je garde pour elle. Il se tourna vers moi avec une canette de soda à la main. Pour la première fois, je vis un sourire qui me fit peur, un sourire froid, moqueur. Et si je l'avais pris, que vas-tu faire? J'étais sans voix pendant quelques secondes. C'était pas mon Roger. C'était pas le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour pendant les 6 dernières années. C'était un étranger devant moi, utilisant le corps de mon fils. Pourquoi fais-tu ça? Fiston, si tu avais besoin d'argent, il suffisait de demander. Nous n'avons pas beaucoup, mais nous trouvons toujours un moyen. Je ne suis pas ton fils, interrompit-il avec une voix si froide qu'elle semblait adulte. Je ne l'ai jamais été. C'est toi qui as inventé toute cette histoire dans ta tête. Ces mots furent comme un coup de poignard dans la poitrine. Ja, sentes mes jambes faiblir. Je dus m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Les larmes vinrent sans que je puisse les contrôler. Ne parle pas comme ça. Roger, je t'aime comme un fils. Oui, depuis le tout premier jour, amour. Rit-il, ce rire étrange qui ne semblait pas être le sien. L'amour n'existe pas. Très chère maman, les gens veulent juste s'utiliser les uns les autres. Comme toi, Joseph. Vous m'avez utilisé pour prétendre être les bons samaritains, les sauveurs du garçon orphelin. Il passa à côté de moi, alla dans sa chambre, me laissant là, détruite par ces mots. Que lui était-il arrivé? Qu'avais-je fait de mal? Où était ce doux garçon qui, malgré tous les problèmes, avait des moments d'affection, des gratitudes? Ce jour-là, je pleurais comme je n'avais jamais pleuré auparavant.
Joseph me trouva ainsi quand il rentra du travail, juste in miragetent, issu que quelque chose de grave s'était passé. Après que je lui eus tout raconté, mon mari resta silencieux longtemps, fumant une cigarette après l'autre sur le porche. Quand il parle, infine, sa voix était fatiguée. Il a besoin d'aide professionnelle. G, le genre d'aide que nous ne pouvons pas donner. Peut-être devrions-nous chercher une institution spécialisée, non cria, désespéré. Nous n'allons pas l'abandonner, il est juste confus. Pardon, c'est l'adolescence. Ça passera. Joseph secoua la tête avec cette expression de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne disait. Mon mari était toujours un homme de peu de mots, mais de beaucoup d'observations. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Gertrude, quelque chose au-delà d'être un adolescent, au-delà d'avoir été abandonné. Il y a quelque chose de cassé à l'intérieur de ce garçon, quelque chose que peut être tout notre amour ne peut réparer. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais allongée à penser à tout ce qui s'était passé ces dernières années. Les petits signes que j'avais ignorés, les changements de comportement, les regards étranges, les mensonges de plus en plus grands. Joseph avait-il raison? Y avait-il quelque chose chez Roger qui dépassait ce que nous pouvions comprendre? Ada, ce que je ne savais pas, c'est que dans quelques semaines, j'aurai la réponse de la pire manière possible, une réponse qui viendrait lors d'une nuit qui changerait tout, qui briserait notre famille d'une manière qui ne pourrait jamais être réparée. Vous savez, Meskers, il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne connaît vraiment une personne que lorsqu'on partage le même toit. C'est ce qui s'est passé avec Roger. Plus il passait de temps dans notre maison, plus j'avais l'impression qu'un étranger vivait avec nous, pas mon fils. À l'hiver 1994, les choses commencèrent à devenir encore plus étranges. Roger avait déjà 15 ans, avec un corps d'homme, une voix grave, mais sa tête semblait appartenir à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il y avait des jours où il rentrait à la maison, était ce garçon affectueux que j'avais rencontré à l'orphelinat. Il demandait ma bénédiction, aidait Joseph à réparer quelque chose dans la cour, faisait ses devoirs scolaires. Dans ces heures, mon cœur se remplissait d'espoir. Je pensais que tout irait mieux, que c'était juste une phase difficile, mais il y avait d'autres jours. Mon Dieu, comment expliquer? C'était comme s'il était une autre personne. Il arrivait avec les yeux rouges, une démarche différente, un visage fermé, s'enfermait dans sa chambre pendant des heures. 6 mois, Joseph, essayant de parler, il explosait de colère, claquait les portes, cassait des choses. Une fois, il jeta son assiette de nourriture contre le mur, juste parce que je lui avais demandé de baisser le volume de la musique. Qu'arrivait-il? Fiston, demandai-je, pleurant, en ramassant les éclats de verre, la nourriture éparpillée sur le mur. Rien que tu comprendrais, répondait-il toujours avec ce regard vide qui me donnait des frissons. C'est pendant cette période que je commençais à remarquer des marques sur ses bras. Au début, je pensais que c'était à cause de bagarres de rue. Dieu sait qu'il était toujours dans des ennuis dans le quartier. Mais un jour, quand j'entrais dans sa chambre sans frapper pour laisser des vêtements propres, je le vis s'injecter quelque chose dans le bras. J'étais paralysée à la porte.
La pile de t-shirts tomba de mes mains. Il se tourna vers moi avec les yeux écarquillés de choc, puis de colère. Sors d'ici, cria il, sautant du lit. Je courus dans ma chambre, verrouillai la porte, appelai Joseph au travail. Mon mari rentra dans l'heure. Quand il arriva, Roger était déjà parti, emportant son sac à dos. Nous nous assîmes dans la cuisine, ne sachant quoi faire. Nous devons l'envoyer en désintoxication. Dites, Joseph, passant la main sur son visage fatigué, ça a dépassé les limites. Le garçon consomme de la drogue dans notre maison. J'essayais encore de le défendre, de dire que c'était peut être juste un médicament contre le rhume, une injection de vitamines, n'importe quoi, sauf ce que je savais que c'était. Mais au fond, j'avais aussi compris le fils adoptif, ce garçon que j'avais promis d'aimer, de protéger, était devenu toxicomane. Roger ne revint que 2 jours plus tard. Il ressemblait à un zombie maigre, cernes profonds sous les yeux, tremblant de froid, même si c'était une nuit d'été chaude. Joseph le saisit par les bras, le fit s'asseoir à la table de la cuisine. Pour la première fois, je vis mon mari pleurer en parlant. « Regarde ce que tu te fais, Fiston. Regarde ce que tu fais à ta mère. Elle ne dort pas, ne mange pas, reste à la fenêtre à attendre ton retour. » Pendant un moment, il sembla que quelque chose changea dans le regard de Roger, une ombre de culpabilité, peut être même de honte, mais ça passe vite. Vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Personne ne comprend. Alors explique pour qu'on puisse comprendre, se plia, tenant ses mains entre les miennes. Elles étaient froides comme de la glace. Ses doigts faisaient mal. 16, 11, 16, qu'arrivait-il? Depuis quand cela a-t-il commencé? Pourquoi? Il resta silencieux un moment, regardant le sol. Quand il parla infine, sa voix était basse. Presque un chuchotement. Vous pensez que vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas. Personne ne sait. Alors dis-nous, insiste Joseph. Nous sommes ta famille. Nous voulons t'aider. Roger leva les yeux. Ce que je vis, là, me fit peur. Un mélange de colère, de quelque chose qui semblait être du plaisir, à nous voir souffrir. Famille, rit-il de cette manière froide qu'il avait acquise. C'est pas une famille, c'est juste un arrangement pratique. Vous vouliez un enfant pour remplacer ceux qui sont partis. J'avais besoin d'un toit. Ces mots étaient comme des coups de couteau. Je savais que c'était pas vrai, que nous aimions Roger comme un vrai fils, mais ça faisait mal de l'entendre. Ce n'est pas vrai, répondit Joseph d'une voix plus ferme. Tu es notre fils. Oui, c'est exactement pourquoi nous allons chercher de l'aide pour toi. Dès demain, je t'emmène dans un endroit qui traite les toxicomanes. Je ne vais nulle part, cria Roger, se levant de la table avec une telle force qu'il renversa la chaise. Vous ne me contrôlez pas, vous n'êtes pas mes vrais parents. Et il partit, claquant la porte d'entrée si fort que le cadre photo sur le mur tomba. Joseph courut après lui, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité. Cette nuit-là, nous décidâmes que lorsqu'il reviendrait, nous le ferions interner
Même contre son gré, nous n'avions plus le choix, mais il ne revint ni le lendemain, ni le surlendemain. Une semaine entière passa, toujours aucun signe de Roger. Nous cherchâmes partout, hôpitaux, postes de police, maisons des quelques amis que nous connaissions. Personne n'avait de nouvelles. Même certains garçons qui vivaient dans la rue sous le pont dirent l'avoir vu par là. Mais cela faisait des jours qu'il avait disparu. Ce fut l'un des pires moments de ma vie. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Où avais-je échoué? Qu'aurais-je pu faire différemment? Pourquoi n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Chaque nuit qui passait sans nouvelles était un tourment, imaginant mon fils dans la rue, souffrant de froid, de faim, consommant ces drogues qui le détruisaient de l'intérieur. Ce n'est pas ta faute, Jean. Essayait de me consoler, Joseph, mais je voyais la même souffrance dans ses yeux. Nous avions fait de notre mieux. Presque 2 semaines plus tard, à l'heure du dîner, nous entendîmes frapper à la porte. Quand Joseph ouvrit, c'était Roger, mais pas le même qui était parti. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en ces 2 semaines, encore plus maigre, avec une vilaine coupure sur le sourcil, ses vêtements sales, déchirés. Mais le pire, c'était ses yeux, vitreux, pardos, fiston, criait hier, courant pour l'enlacer. Il pouvait à peine tenir debout. Qu'ont-ils fait de toi? Il ne répondit pas, s'effondra juste dans mes bras, lourd comme du plomb. Joseph aida à le porter à l'intérieur. Nous l'allongeâmes sur le canapé. Il brûlait de fièvre, tremblait. Je voulais appeler une ambulance, mais Joseph pensa qu'il valait mieux ne pas, s'il découvre qu'il consomme de la drogue, ils appelleront la police, ça pourrait aggraver la situation. Nous nous occuperons de lui ici. Je passais toute la nuit aux côtés de Roger, changeant les compresses froides sur son front, le faisant boire de l'eau, le tenant pendant qu'il vomissait tout ce qu'il essayait d'avaler. À l'aube, au pire de la fièvre, il commence à halluciner. Il appelait sa vraie mère, criait pour que quelqu'un arrête de le frapper, pleurait comme un petit enfant. C'est là, en écoutant ces délires, que je commençais à assembler les pièces, les choses que nous ne savions pas sur son passé, les traumatismes enfouis profondément qu'aucun amour ne pouvait guérir seul. Il murmurait des noms qu'il n'avait jamais mentionnés éveillés, parlait de choses qu'il avait vues, qu'il avait subies. Mon cœur de mère se serrait à chaque révélation. Combien de douleurs ce garçon, Fionn, avait-il déjà porté? Le matin, la fièvre diminua un peu. Il se réveilla, regarda autour de lui, confus, puis me vit assise dans le fauteuil à côté de lui. Maman, appela-t-il, avec une voix qui semblait à nouveau celle du garçon de 9 ans qui est arrivé à la maison avec un petit sac à dos. Tu es encore là. Je suis là. Feston, répondis-je, tenant sa main. Je ne quitterai pas ton côté un instant. Je vis une larme couler sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait vraiment être le Roger que je connaissais, pas cet étranger qui avait pris son corps. Je suis désolée, murmura-t-il. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas vous faire du mal. Je sais, fiston, je sais, mais maintenant nous allons t'aider. Tout ira bien. Comme j'avais tort, mes chers,
les choses ne seraient plus jamais bien. Car ce que je ne savais pas, c'est que ce moment de lucidité, de repentir, n'était qu'une pause avant la tempête qui viendrait, une tempête qui changerait nos vies pour toujours. Pendant les jours qui suivirent, nous prîmes soin de Roger à la maison. Le sevrage était horrible à regarder. Il transpirait froid, tremblait, vomissait, avait même des convulsions. Joseph voulait l'emmener à l'hôpital, mais j'avais peur qu'il l'interne dans un endroit pire que ce que nous vivions déjà, ou qu'il le renvoie dans une institution gouvernementale. Alors, nous nous occupâmes de lui, là, Joseph. Moi, nous relayant pour pas le laisser seul une seule minute. Petit à petit, il allait mieux. La couleur revenait à son visage. L'appétit apparaissait. Les tremblements diminuaient. Avec cette amélioration physique, un changement de comportement aussi. Il semblait le Roger d'avant poli, même affectueux. Il s'excusa pour ce qu'il avait fait, nous remercia pour les soins, promis qu'il changerait, qu'il ne consommerait plus jamais de drogue, ne volerait plus chez nous. Et nous, idiots que nous étions, les Crooms, Joseph prit même une semaine de congé pour garder un œil sur lui, s'assurer qu'il ne sorte pas seul, qu'il ne retourne pas sur le même chemin. Mais ensuite, il dut reprendre. La vie ne s'arrête pas, juste, parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, mes chers. Les factures continuaient d'arriver, il fallait acheter de la nourriture, payer le loyer. Dans les premières semaines d'octobre, tout semblait se remettre en place. Roger était retourné à l'école, rentrait à l'heure, faisait ses devoirs, commençait même à aider à la maison. Il tondait la pelouse du voisin pour gagner un peu d'argent, lavait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Nous envisagions même de l'inscrire à un cours technique l'année suivante, donner une profession aux garçons. Une nuit, nous dînions tous les trois ensemble, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps, quand Roger me regarda avec ses grands yeux, maintenant propres de drogue, dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, tu as toujours voulu savoir pourquoi j'ai commencé à consommer de la drogue. Joseph, moi, de vulmes sudain tendus. C'était un sujet que nous évitions, craignant de raviver de mauvais souvenirs, d'éveiller cet autre Roger qui nous effrayait tant. Seulement, si tu veux en parler, Fiston, répondis-je prudemment, je pense que vous méritez de savoir. Il prit une profonde inspiration. C'était à cause de ma vraie mère, pas celle qui est morte d'une overdose quand j'étais petit. C'est un mensonge qu'ils ont inventé à l'orphelinat. Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 4 ans, m'a laissée à la porte d'une église avec une note « Yane, yamesu pourquoi ?» Mon cœur se serra en entendant ça. Tant d'années, je n'avais jamais réussi à le faire parler de son passé. Ensuite, je suis passée de famille en famille, d'orphelinat en orphelinat. Dans l'un d'eux, il y avait un employé, il s'arrêta, déglutit difficilement. Il faisait des choses aux enfants, des Joseph posa sa fourquette, son visage devenant rouge de colère. Je sentis la nausée monter dans ma gorge.
C'est pourquoi, quand vous m'avez adoptée, je ne pouvais pas faire confiance. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un voudrait vraiment me garder, s'occuper de moi, sans rien vouloir en retour. Il essuya une larme avec le dos de sa main. Puis, à l'école, j'ai rencontré des garçons plus âgés. Ils m'ont donné ce truc à consommer, disaient que ça ferait disparaître la douleur. Pendant un temps, tja, Marchait, vraiment. Quand j'étais défoncée, je ne me souvenais de rien, ne ressentais rien. Je me levais de la table, fis le tour, serrais mon fils de toutes mes forces. Joseph Find aussi, posant la main sur son épaule, pour la première fois, il semblait que nous avions brisé une barrière, atteint le vrai Roger. Ce garçon blessé qui avait désespérément besoin d'amour, mais ne savait pas comment le recevoir. Tout ira bien maintenant. Fisten, promis-je, embrassant le haut de sa tête, nous allons t'aider à surmonter ça. Ensemble, en famille, cette nuit-là, je me couchais à côté de Joseph avec un cœur plein d'espoir. Enfin, nous avions compris ce qui se passait avec notre fils. Enfin, nous pouvions vraiment aider. Je pense que les choses vont s'améliorer maintenant, dis-je à mon mari en éteignant la lumière. Il a ouvert son cœur à nous. Joseph resta silencieux un moment, puis soupira. Je l'espère, J, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ses yeux qui m'inquiète encore. C'est le traumatisme. Joseph, le garçon a traversé des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Il faut de l'ordre de Thames, mais il ira mieux. Tu verras. Je posai ma tête sur la poitrine de mon mari, m'endormis. Ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années, je ne savais pas que ce serait la dernière nuit de paix que nous aurions dans cette maison, car moins d'une semaine plus tard, ce qui arriverait était quelque chose que je n'avais jamais, même dans mes pires cauchemars, imaginé pouvoir arriver sous mon propre toit. C'était fin octobre 1994. Un jeudi qui commença comme tant d'autres. La journée avait été chaude de cette manière moite, qui nous fait savoir à Ruisseau Clair qu'une tempête arrive. Roger était allé à l'école le matin, rentré à l'heure, avait même dîné avec nous du riz, des haricots, un ragoût de poulet que j'avais fait. Il était silencieux, mais c'était pas une nouveauté. Depuis notre conversation sur son passé, il devenait parfois ainsi plongé dans ses propres pensées. Joseph mentionna pendant le dîner que le lendemain, il devrait partir plus tôt pour le travail, une grosse livraison, arriver au silo à grains. Loïc, en tant que superviseur, devait être là avant tout le monde. Je me souviens que Roger regarda mon mari d'une manière étrange quand il dit ça, mais sur le moment, je n'y attachais pas d'importance. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de mettre un cœur sur cette histoire, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous de me regarder. Après le dîner, Roger dit qu'il allait dans sa chambre étudier pour un examen. Joseph resta dans le salon regardant les nouvelles à la télévision. J'ai nettoyé la cuisine, allé prendre une douche. C'était notre routine normale, rien de différent d'une autre nuit. Vers 22 heures, Joseph vint dans la chambre. Il était fatigué, s'endormit vite. Je restais encore un peu éveillée, priant le chapelet comme je le faisais tous les soirs.
remerciant que les choses semblaient enfin se remettre en place. Je m'endormis au son de la pluie qui avait commencé à tomber dehors. Une pluie lourde avec des orages, du genre qui vous fait vous blottir sous les couvertures, reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me réveillais, peut être 3 ou 4 heures du matin. La pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore humide. Lord, j'ouvris les yeux avec cette étrange sensation que quelqu'un m'observait. Vous savez, ce frisson dans la nuque que vous ressentez quand quelque chose ne va pas au début. Je pensais que c'était juste une impression, que je m'étais réveillée d'un cauchemar dont je ne me souvenais pas. Mais ensuite, je vis une ombre bouger dans la chambre. Surprise! Je pensais que c'était un cambrioleur entré par la fenêtre. J'étais sur le point de crier pour réveiller Joseph quand l'ombre s'approcha du lit. Je réalisais, le cœur presque arrêté, que c'était Roger. Il se tenait à côté de mon lit, me regardant d'une manière que je n'oublierai jamais de ma vie. C'était pas le regard de mon fils, c'était le regard d'un étranger, de quelqu'un que je ne connaissais pas. Froid, vide, mais en même temps, trop intense. Roger, appelai-je doucement. Confused. Qui a-t-il? Fiston, des sens de maladie. Il ne répondit pas, continua juste à me regarder de cette manière qui glaça mon âme. C'est alors que je remarquai qu'il était sans chemise, rousté and short. Quand mes yeux s'adaptèrent davantage à l'obscurité, je remarquai quelque chose qui me fit arrêter de respirer. Il était excité, d'une manière qu'aucune mère ne devrait voir son fils. « Que fais-tu » demandai-je, la voix tremblante de peur. J'essayais de m'asseoir dans le lit, de m'éloigner, mais d'un mouvement rapide, il plaça sa main sur ma bouche, m'empêchant de crier « Ne réveille pas Joseph », murmura-t-il. Se rapprochant, je ne veux pas lui faire de mal. La terreur que je ressentis à ce moment ne peut être expliquée par des mots. C'était mon fils, ce garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, que j'avais promis de protéger, et voilà, comme une bête sauvage, sur le point d'attaquer sa propre mère. J'essayais de me débattre, de le repousser, mais Roger était fort, bien plus fort que je ne l'avais jamais imaginé. D'un mouvement, il grimpa sur le lit, sur moi. Je sentis son poids m'immobiliser, sa main pressant ma bouche si fort que je pouvais à peine respirer. « J'ai toujours voulu faire ça », murmura-t-il à mon oreille. Des mots qui me donnèrent envie de vomir. Depuis le premier jour où je suis venue dans cette maison, tu n'as pas remarqué comment je te regardais, comment je te suivais dans la maison. Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'essayais désespérément de réveiller Joseph, qui dormait de l'autre côté du lit, mais mon mari avait toujours un sommeil lourd, ne se réveillait jamais facilement. Dans mes yeux terrifiés, je suppliais Roger d'arrêter de redevenir le garçon que je connaissais, que j'aimais. Pendant un instant, il sembla hésiter. Je vis un éclair de confusion passer dans ses yeux, comme s'il était revenu à lui-même pendant une seconde, mais bientôt, regard vide revint. Il commença à tirer le drap qui me couvrait. C'est à ce moment que Joseph se réveilla, enfin. Peut être à cause du mouvement sur le lit
peut être à cause du sixième sens que seul un père a. Je ne sais pas. Je sais seulement que, soudain, j'entendis la voix de mon mari, confuse au début, puis chargée d'une horreur que je n'avais jamais entendue auparavant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cria Joseph. Se redressant dans le lit d'un bond, Roger tourna la tête, surprise, mais ne descendit pas de moi. C'était comme si quelque chose s'était brisé en lui pour de bon, comme si ce dernier fil d'humanité qui restait encore s'était cassé. Dégage d'elle, Rougit Joseph, sautant sur Roger avec une force que je ne savais pas que mon mari de 55 ans avait encore. Les deux tombèrent au sol avec un bruit sourd, renversant la lampe de la table de chevet. J'entendis des cris, des bruits de lutte, des choses se cassant. J'allumai la lumière de la chambre avec des mains tremblantes, vis une scène que je n'oublierai jamais. Joseph, Roger roulant sur le sol, mon mari essayant d'immobiliser notre fils, qui se débattait comme un animal sauvage. Appelle. La police, cria Joseph pendant qu'il essayait de tenir les bras de Roger. Vassie, Gertrude, appelle la police, mais j'étais paralysée par le choc, incapable de croire ce qui se passait. Comment nous en étions arrivés là? Comment le garçon que j'avais promis d'aimer, de protéger, s'était transformé en ce monstre d'un mouvement soudain. Roger réussit à se libérer de Joseph. Je vis mon fils saisir quelque chose au sol, la lampe cassée. Avant que je puisse crier un avertissement, il frappa la tête de mon mari de toutes ses forces. Joseph tomba en arrière, un filet de sang coulant de son front. Il n'était pas inconscient, mais trop étourdi pour réagir. Roger se leva, regardant de son père à moi avec un sourire qui ne semblait pas humain. « Vois ce que tu m'as fait faire », dit-il, pointant Joseph qui saignait au sol. « Si tu étais restée silencieuse, rien de tout ça n'aurait dû arriver. Cette voix n'était pas celle de mon Roger, c'était la voix de quelqu'un, de quelque chose qui l'avait pris. À ce moment, un instinct que je ne savais pas avoir s'éveilla en moi. Je sautai du lit, courus devant Roger, réussis à sortir dans le couloir. Au secours, criai courant vers la porte d'entrée. Quelqu'un, aidez-moi. Roger vint après moi, mais trébucha sur les meubles dans le salon sombre. Je réussis à atteindre la porte, à la déverrouiller avec des doigts tremblants, à sortir dans la rue, encore en chemise de nuit. La nuit était froide, humide, après la pluie, mais je ressentais à peine le froid. Je courais, comme j'avais jamais couru auparavant, criant à l'aide. C'est Monsieur Arnaud, notre voisin d'en face, qui sortit en premier, puis Madame Louise de la maison d'à côté. Bientôt, il y avait une demi-douzaine de voisins dans la rue, confus, effrayés par la femme, en chemise de nuit, criant de désespoir au milieu de la nuit. Mon fils, mon mari, s'il vous plaît, quelqu'un appelle la police. Monsieur Arnaud, son fils aîné, un jeune homme robuste qui travaillait comme agent de sécurité, coururent chez nous. Roger avait disparu, sauté
par-dessus la clôture arrière. Découvrîmes-nous plus tard, Joseph était assis sur le canapé du salon, tenant un chiffon contre la coupure sur son front, pelé tremblant. La police arriva presque une demi-heure plus tard. À cette époque, dans une petite ville, les choses prenaient plus de temps. Le shérif Oswald connaissait notre famille depuis des années. Il ne pouvait y croire quand nous lui racontâmes ce qui s'était passé. Êtes-vous sûre, Madame Moreau? Roger, j'ai garçon discrète. Comment expliquer à quelqu'un que votre propre fils, que vous avez élevé pendant 6 ans, avait essayé, je ne pouvais même pas dire le mot, comment admettre que ce garçon, que tout le monde voyait comme timide, poli, caché, un côté que même nous, qui vivions sous le même toit, ne connaissions pas complètement. Ils fouillèrent toute la ville, mais Roger avait disparu. Joseph fut emmené à l'hôpital de Ruisseau-Clair, où on lui fit quelques points de suture sur le front, prescrivit des tranquillisants pour nous deux. Quand nous rentrâmes à la maison le matin, on aurait dit qu'un ouragan était passé, meubles cassés et verres partout sur le sol, taches de sang sur le tapis de la chambre, mais le pire n'était pas le désordre physique, c'était le sentiment que quelque chose avait été irrémédiablement détruit. Notre famille, notre confiance, notre sentiment de sécurité. Pendant des jours, je ne pouvais pas dormir correctement. Chaque bruit dans la nuit me faisait sauter du lit, pensant que c'était lui qui revenait, Joseph, mon mari, toujours si fort, était aussi détruit. C'était pas seulement la blessure physique, c'était la blessure dans son âme. Le sentiment que nous avions échoué en tant que parents, que nous n'avions pas su voir le mal grandir sous notre propre toit. 3 jours passèrent sans nouvelles, jusqu'à un après-midi où le téléphone sonna. C'était le shérif Oswald. Madame Moreau, nous avons trouvé Roger, mon cœur s'emballa. Pendant un moment, cet instinct maternel qui ne meurt jamais complètement pris le dessus, je ne pouvais penser qu'à savoir s'il allait bien, s'il était blessé. Et Dieu, comment va-t-il? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis la voix grave du shérif. Il est vivant, mais il va pas bien, Madame Moreau. Nous l'avons trouvé dans une maison abandonnée près de la gare. Il avait consommé beaucoup de drogue. On dirait qu'il a essayé de se tuer. Le monde sembla s'arrêter un instant, malgré tout ce qui s'était passé. C'était mon fils, le garçon que j'avais promis de ne jamais abandonner. Nous l'avons emmené à l'hôpital, d'abord, continua le shérif. Ensuite, il sera transféré à l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Les médecins pensent qu'il a de graves problèmes mentaux, au-delà de la dépendance chimique. Je ne sais pas comment j'ai fini cet appel, ni comment j'ai réussi à dire à Joseph ce qui s'était passé. Je sais seulement que cet après-midi-là, nous allâmes rendre visite à Roger à l'hôpital. Il était menotté au lit, sédaté, les yeux mi-clos. Il ne semblait pas nous reconnaître. Ou peu être faisait-il semblant. Je me souviens d'avoir tenu sa main froide, sans vie, pleurer, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Pourquoi? Un fiston, demanda-je, même en sachant qu'il n'y aurait pas de réponse. Pourquoi? Le lendemain,
il fut transféré à l'hôpital psychiatrique. Nous fûmes autorisés à lui rendre visite une semaine plus tard. C'était un endroit triste, avec des murs blancs écaillés, plein de gens au regard perdu, errant dans les couloirs. Un médecin nous reçut avant la visite, un jeune homme avec des cernes profonds sous les yeux, les cheveux déjà clairsemés. Votre fils a une condition complexe, expliqua-t-il, feuilletant un dossier, schizophrénie, trouble de la personnalité antisociale. En plus de la dépendance chimique, il avait probablement déjà ses problèmes quand vous l'avez adopté, mais il se manifestait progressivement, aggravé par la consommation de drogue, restai silencieuse, absorbant ces mots difficiles qui tentaient d'expliquer comment notre fils s'était transformé en étranger sous nos yeux. Se souvient-il de ce qu'il a fait? Demanda Joseph, sa voix rauque. Le médecin ajusta ses lunettes. Oui et non. Il alterne des moments de lucidité, où il semble avoir des remords, avec d'autres où il nie tout, dit que vous le méritiez. C'est caractéristique de sa condition. Il ne peut maintenir une ligne de pensée cohérente. Quand nous entrâmes dans la pièce où était Roger, je le reconnus à peine. Il avait encore maigri, son visage était creusé, avec des cernes profonds sous les yeux, ses cheveux coupés très courts. Il était assis sur le lit, regardant par la fenêtre à barreaux. Fiston appelait prudemment. Il tourna la tête lentement. Pendant un instant, je crus voir une lueur du vieux Roger dans ses yeux, le garçon effrayé qui était arrivé chez nous 6 ans plus tôt, mais bientôt ce regard vide, distant, prit le dessus. Que voulez-vous ici? Demanda-t-il, sa voix monotone, sans émotion. Nous sommes venus voir comment tu vas, répondit Joseph. Gardant ses distances, je remarquai que mon mari ne pouvait plus regarder Roger de la même manière. Quelque chose s'était brisé à jamais entre eux. Roger donna un rire sec, sans humour. Maintenant, c'est trop tard pour s'inquiéter. Ne trouves-tu pas? Ce n'est jamais trop tard. Fiston. 10. Je, essayant encore d'atteindre une partie de lui qui pourrait être intacte. Tout est malade, mais tu iras mieux. Et quand j'irai mieux, quoi? Alors, interrompit-il, sa voix devenant plus agitée. Je retournerai à la maison. Nous serons à nouveau une famille heureuse. Après ce que j'ai fait, je n'avais pas de réponse à ça, car au fond, je savais que c'était vrai, rien serait plus jamais pareil. Même s'il allait mieux un jour, même si un jour nous pouvions pardonner, les cicatrices seraient permanentes. Ce fut la dernière fois que nous vîmes Roger quelques semaines plus tard. Il fut transféré dans un hôpital de détention à Marseille, un endroit pour les criminels atteints de maladies mentales. Le juge décida qu'il y resterait pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit guéri. Si cela arrivait un jour, Joseph, moi, rentrâmes à la maison dans une vie qui semblait vide, sans sens. Notre maison, qui avait autrefois été un lieu plein d'espoir, semblait maintenant hantée par des souvenirs. Chaque coin, chaque meuble, chaque photo sur le mur racontait une histoire différente. Mais toutes finissaient de la même manière douloureuse. Nous essayâmes d'avancer, mais nous ne fûmes plus jamais les mêmes. Joseph, mon mari fort qui ne montrait jamais de faiblesse
commençait à boire plus que normal. La nuit, je l'entendais marcher dans la maison, vérifier les serrures, regarder sous les lits, comme s'il s'attendait encore à trouver un monstre caché. Moi-même, je commençais à avoir de terribles cauchemars. Je me réveillais en criant, en sueur froide. Toujours, la même question me tourmentait. Comment n'avions-nous pas vu? Comment n'avions-nous pas réalisé qu'il y avait quelque chose de si grave sous notre nez? Étions-nous si désespérés de sauver ce garçon que nous avions refusé de voir les signes? Aujourd'hui, assise sur ce vieux porche, regardant la rivière Grand qui continue de couler comme si rien ne s'était passé, je peux regarder en arrière avec un peu plus de clarté. Plus de 30 ans ont passé depuis cette terrible nuit. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, comme on dit, mais il nous apprend à vivre avec les cicatrices. Et Joseph, mon mari, s'éteignit en 2003 d'une crise cardiaque. Il ne fut plus jamais le même après cette nuit. Il portait une culpabilité qui n'était pas la sienne jusqu'à son dernier jour. J'aurais dû remarquer, Jay, disait-il parfois, généralement après quelques verres, j'aurais dû te protéger. Nos enfants biologiques et Paul, Marguerite, essayèrent de nous soutenir du mieux qu'ils pouvaient. Mais ils vivaient loin, ils avaient leur propre famille, leurs propres problèmes. Et pour être honnête, je pense qu'ils ressentaient aussi un peu de culpabilité de ne pas avoir été là quand tout s'est passé, d'avoir laissé leurs parents vieillissants seuls avec ce garçon troublé. Quant à Roger, nous recevions de ses nouvelles de temps en temps par les services sociaux. Je sais qu'il est encore interné. Après tant d'années, il a eu des périodes meilleures, des périodes pires. En 2008, il fut évalué pour une éventuelle libération, mais eut une rechute violente, retourna en traitement intensif. La dernière lettre que j'ai reçue à son sujet, il y a environ 2 ans, disait qu'il était stable, sous médication, participant à des activités thérapeutiques, mais il ne sera jamais vraiment libre, ni de l'institution, ni des démons qu'il porte en lui. Je ne lui ai plus rendu visite, ni quand Joseph est mort, ni aux dates importantes. Certains pourraient me juger pour ça, penser que j'ai abandonné mon fils quand il avait le plus besoin de moi, mais la vérité est que je ne pouvais pas le regarder sans revivre cette nuit, sans ressentir à nouveau cette terreur. Et pourtant, mes chers, même après tout, je ressens encore une douleur dans la poitrine quand je pense à lui. Pas au Roger de cette terrible nuit, mais au garçon de 9 ans aux grands yeux effrayés, avec le petit sac à dos contenant tout ce qu'il avait au monde. Le garçon qui, pendant une brève période, fut vraiment mon fils avec le temps. J'ai appris certaines choses que je veux partager avec vous. Être que ça aidera une mère, un père qui traverse une situation similaire, que Dieu veuille que ce soit pas aussi extrême que la nôtre. D'abord, j'ai compris que l'amour ne guérit pas tout. On grandit en entendant que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes, surmonter n'importe quel obstacle. Ce n'est pas vrai. Certaines blessures sont trop profondes. Certains problèmes nécessitent une aide professionnelle, des médicaments, un traitement sérieux. L'amour est important, fondamental même, mais il ne suffit pas. Ensuite, j'ai appris à reconnaître les signes. Aujourd'hui, quand je vois
un jeune avec un comportement similaire à celui que Roger a commencé à montrer, je ressens un frisson dans l'échine, les regards vides, les changements d'humeur brusques, la cruauté envers les animaux, les personnes plus faibles, les mensonges de plus en plus grands, l'isolement croissant. Ce sont des avertissements que la vie nous donne. Nous devons les prendre au sérieux. Troisièmement, j'ai compris que nous ne devons jamais ignorer notre instinct, cette petite voix intérieure qui dit que quelque chose ne va pas, ne parle pas en vain. Combien de fois ai-je senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le regard de Roger, dans la façon dont il me suivait dans la maison, dont il prenait mes affaires en secret, mais je l'ignorais parce que je ne voulais pas y croire, parce qu'il était plus facile de prétendre que tout allait bien. Quatrièmement, j'ai appris que certaines personnes viennent au monde avec quelque chose de cassé en elles. C'est pas la faute des parents, pas la faute de l'environnement. C'est quelque chose dans leur constitution même. Bien sûr, l'abandon, les abus, les traumatismes aggravent tout, comme dans le cas de Roger. Mais certaines âmes naissent avec une obscurité que tout l'amour du monde ne peut illuminer. Enfin, j'ai compris que pardonner ne signifie pas oublier, faire confiance à nouveau. J'ai pardonné à Roger dans le sens de ne pas porter de haine pour lui, de comprendre qu'il était malade, qu'il n'avait pas un contrôle total sur ses actions, mais cela ne signifie pas que je pouvais lui faire confiance à nouveau ou mettre d'autres personnes en danger à cause d'un sentiment de culpabilité, de devoir maternel. Dans les années qui suivirent cette nuit, je rencontrai d'autres familles qui traversèrent des situations similaires, pas exactement les mêmes, mais avec des enfants qui avaient de graves problèmes mentaux, qui devenaient violents, dangereux. C'est plus courant qu'on ne l'imagine, mais personne n'en parle. On dirait une conspiration du silence, comme si admettre que votre enfant pourrait être une menace était le plus grand échec qu'une mère puisse avoir. Nous avons même formé un groupe de soutien ici à Ruisseau-Clair. Nous nous réunissons une fois par mois à l'église. Nous partageons nos histoires, nos douleurs, nos petites victoires. Ça aide de savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres mères portent aussi ce fardeau silencieux. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière, vois une vie marquée par cette tragédie, mais pas définie par elle. J'ai eu des moments de joie aussi. Le mariage de Paul, la naissance de mes petits-enfants, les visites de Marguerite quand elle parvient à venir de Lyon. La vie continue. Même quand cela semble impossible d'avancer, si vous traversez quelque chose de similaire, si vous avez un enfant avec des problèmes mentaux qui devient une menace, n'ayez pas honte de chercher de l'aide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Comme j'ai attendu, ne laissez pas l'amour vous aveugler face aux vrais dangers. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas une mauvaise mère pour reconnaître que votre fils a besoin de plus d'aide que vous ne pouvez lui en donner. Oh, mes chers, si vous avez aimé cette histoire, même si elle est si triste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez simplement sur le bouton juste en dessous de la vidéo et si vous voulez discuter avec d'autres personnes qui suivent nos histoires, laissez un commentaire ci-dessous. Souvenez-vous, mes chers, la sagesse ne vient pas des livres, elle vient des cicatrices que la vie laisse, nous, les vieux, avancent beaucoup de cicatrices, beaucoup d'histoires encore à raconter
certaines bonnes, certaines Mauweises, mais toutes vraies, toutes faisant partie de ce grand voyage qu'est la vie. Parfois, nous passons des années à croiser les mêmes personnes sans jamais imaginer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait pour survivre. Chaque visage ridé, comme le mien, cache mille histoires, mille batailles silencieuses. Si mon histoire peut aider quelqu'un à ne pas vivre ce que j'ai traversé, ça aura valu la peine de partager cette vieille douleur. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir laissé vider mon cœur. Que Dieu protège vous, votre famille, tienne mal loin de votre maison. Une pause, un souffle,